Ok, mais je vais poursuivre aussi. Tu assures les. Tu as un doigt qui fait up and down, d'accord. Ok, donc je vais prendre la suite et essayer d'aller un cran plus avant vers la question de quelle valeur pour quel développement. Donc Marc a cité la question du développement. Alors je vais pas revenir en détail, mais juste redonner ma vision sur effectivement la fin d'un cycle. S'il y a fin d'un cycle, bonne nouvelle, c'est qu'un nouveau cycle nous attend et nous en sommes les artisans. Le cycle qui se termine, c'est un cycle qui est basé, que je base il y a 3000 ans, sur le choix de nos amis grecs qui ont opéré un choix philosophique qui était de mettre l'homme, plutôt l'homme avec un petit h qu'avec un grand H, au centre, et tout ce qui l'environnait et donc était considéré comme secondaire. D'ailleurs, c'est de là que vient le mot environnement. Donc quand vous parlez d'environnement, vous parlez de ce qui est secondaire par rapport à l'être humain dans le choix de la philosophie grecque. Et ce simple choix a généré une rupture en fait entre l'homme et la nature, et à partir du moment où cette rupture se met en place, je ne sais pas si vous avez déjà vécu en pleine nature sauvage, donc sans aucune autre protection que vous-même, vous vous apercevez qu'il n'y a aucun danger d'être fondu dans la nature, mais que par contre lorsque vous vous séparez de la nature et vous commencez à vous en protéger, la nature devient menaçante. Et donc à partir de là, toute la stratégie de développement de notre modernité s'est basée sur une accumulation des ressources nécessaires pour nous protéger de cette nature dont nous étions coupés. Et donc cette accumulation, depuis 3000 ans, génère ce qu'on aurait pu penser plus tôt, c'est-à-dire une fin des ressources nécessaires pour pouvoir nous protéger de cette nature dont nous sommes coupés. Et deuxième chose importante, a généré une distribution réservée aux plus prenants, aux plus prédateurs, et on s'aperçoit depuis quelques décennies que le gap entre les populations les plus riches et les populations les plus pauvres s'accroît, et au sein même de nos pays, y compris les pays dits développés, nous sommes dans un pays qui se dit développé, le gap s'accroît entre les populations les plus riches et les populations les plus pauvres. Qu'est-ce que ça signifie qu'un pays développé ? Moi, je suis extrêmement frappé par cette question. C'est ce qui a déterminé mon engagement il y a 37 ans sur la question du développement, et je ne cesse que de m'interroger sur ce que signifie le développement. Donc, aujourd'hui, la crise que nous vivons, au passage, nous ne la vivons pas depuis 2008, nous la vivons au moins apparemment depuis 1970, et je la date un petit peu plus avant encore. Cette crise qui est forte, qui ne sont que des frémissements sismiques que nous vivons année après année ou de décade après décade, j'ai envie de vous dire, enfin une bonne nouvelle. Enfin une bonne nouvelle, parce que ce qui est en train de se désenchanter, c'est la croyance que nous avions que l'accumulation des biens et des services était une promesse pour mieux vivre pas ensemble, mais mieux vivre chacun. Et que si ce rêve-là se désenchante, enfin une bonne nouvelle. Alors l'enjeu, peut-être le doigt de Christine est-il appelé à la rescousse? Encore un autre doigt, s'il te plaît. Encore? Encore? Voilà, merci. L'enjeu pour moi du XXIe siècle, c'est une réconciliation. Réconciliation de l'homme, cette fois-ci avec un grand H, et de la nature. Et que c'est une véritable opportunité que de passer de la transformation de la nature à la transformation de l'être humain. Et je rejoins en ça ce que disait Marc à l'instant. Donc réconcilier l'homme et la nature, c'est réconcilier en fait les règles du vivre ensemble. C'est ce que nous disent nos amis, notamment sud-américains, à chaque sommet social dit alternatif. Le seul message qu'ils nous donnent, c'est vous les petits frères ce sont nous les blancs, vous les petits frères, quand est-ce que vous comprendrez que le temps est à la réconciliation, réconcilions-nous, peuple du Sud et du Nord. Donc c'est le message qui nous est donné à chaque forum social.
Donc réconcilier l'homme et la nature, mais aussi redéfinir ce qui est le bien commun, et qui est un vrai challenge, un vrai défi de ce siècle qui est à venir. Qu'est-ce que c'est que le bien commun dans un monde qui est globalisé? On connaissait le bien commun dans les États-nations, nous sommes dans un monde globalisé. Ça veut dire quoi, ce qui est commun? Qu'est-ce qui nous est commun? Alors il y a des tentatives de solvabiliser le commun, pensez à Kyoto, pensez à Nagoya. Nagoya, c'est un protocole du même type que celui de Kyoto pour la valorisation de la biodiversité, etc. Donc il y a des tentatives de donner sens et même donner de la valeur au commun, mais on en est encore à l'âge de pierre. S'il te plaît. Pour définir le commun, pour réconcilier l'homme et la nature, nous sommes dans un monde multipolaire, un monde multi-identité, multi-racines. Il est clair pour moi qu'il n'est pas possible de redéfinir ces deux dimensions sans mobiliser l'ensemble de nos intelligences. La question, Christine, s'il te plaît, la question, Christine, merci. Donc encore, s'il te plaît, la question qui s'ouvre pour moi et maintenant, c'est donc quel nouveau cycle de développement est en train de s'ouvrir sous nos yeux. Et je voudrais revenir, je trouve important de revenir à la définition de sémantique d'un certain nombre de mots. On utilise des mots, de mon point de vue, un peu à tort et à travers, sans en interroger le sens. Développement, quel est le sens du mot développement? Quel est le sens du mot intelligence? Quel est le sens du mot valeur? Alors, j'ai fait ma petite recherche sémantique sur ces mots-là. Au XIVe siècle, développer signifiait un acte de déplier ce qui est enroulé sur soi-même. On développe ce qui est enroulé sur soi-même. Qu'est-ce qui est enroulé sur nous-mêmes et que nous n'avons pas encore déplié? Le mot intelligence, c'est un mot très intéressant. Dans la sémantique du Xe siècle, le mot intelligence signifiait être spirituel. Spiritus, ça voulait dire le principe de vie. Très intéressant de revenir sur la définition de ces mots. Autrement dit, déployer notre potentiel d'intelligence signifie sémantiquement déployer notre capacité à être dans le principe de vie. Qu'est-ce qui est enveloppé que nous avons à développer? Nous avons à développer notre principe de vie. Notre capacité à être dans le principe de vie. Qu'est-ce que ça signifie d'être dans le principe de vie? Donc développer notre intelligence, c'est développer notre capacité à être dans le principe de vie. Et la valeur, vous savez sans doute que la sémantique, la terminologie de valeur signifie la force de vie. Et donc, la question, c'est comment mettre notre intelligence, c'est-à-dire notre principe de vie, au service de la valeur, c'est-à-dire au service de la force de vie. Et notre richesse, c'est notre capacité à faire le lien entre notre intelligence et la valeur. Ça remet beaucoup de choses en question. On a donc un saut quantique, merci Einstein, un saut quantique pour passer de la valeur qui aujourd'hui, dans une réduction absolument d'une tristesse infinie, qui est réduite soit au PIB de nos États, soit au chiffre d'affaires de nos entreprises, et nous savons que ces thermomètres, PIB et chiffre d'affaires, nous rendent malades. Donc comment passer dans une valeur qui soit une valeur effectivement marque qualitative, qui est une valeur de force de vie? Comment nous allons pouvoir mettre en évidence que notre valeur, c'est notre capacité dans cette force de vie? Alors évidemment, ça c'est tout ce que vous avez dit en termes de valeur qualitative. S'il te plaît. Je voudrais à partir de là évoquer quatre graines qui me semblent intéressants de semer pour favoriser la transformation individuelle et collective. Première graine, c'est de redéfinir la valeur de la richesse. Donc comme je vous le dis, pour moi la valeur de la richesse, enfin c'est pas pour moi, c'est sémantiquement, c'est la force de vie de l'énergie créatrice. Redéfinir la valeur de la richesse passe par redéfinir les règles de gestion de la maison. Économie, ça veut dire économos, c'est la gestion de la maison. Alors on peut tout à fait gérer la maison, mais si on a oublié qu'est-ce que c'est que la maison, écologos, écologie, on va avoir du mal à gérer la maison. Donc quelles règles du jeu nous allons pouvoir redéfinir pour réapprendre à gérer la maison? Économos, économie.
C'est-à-dire, en fait, quelles pratiques nous allons pouvoir mettre en évidence pour valoriser le commun, le patrimoine commun, valoriser ce qui fait force de vie et délaisser toutes les pratiques qui dégradent le commun. C'est une remise en question profonde de l'économos, de l'économie. Deuxième graine, c'est d'évaluer la valeur de ce qui fait réciprocité entre homme et nature. J'ai eu cette chance de pouvoir vivre plusieurs années dans des peuples premiers, et je peux témoigner, et j'ai vécu la primauté donnée au développement des mécanismes qui permettent d'assurer la réciprocité entre l'homme et la nature. Le choix de développement de ces peuples, c'est de développer les règles de réciprocité entre l'homme et la nature. Les règles, la base de développement, du choix de développement de notre civilisation moderne, c'est d'accumuler les ressources extraites de l'écosystème naturel. Donc, évaluer la valeur de réciprocité entre l'homme et la nature, nous sommes dans une économie aujourd'hui qui est une économie de rareté, qui est basée sur un couple énergie-matière. Comment nous pouvons passer dans une économie de l'illimité qui est basée sur la seule richesse renouvelable, la seule énergie renouvelable, c'est le lien entre l'humain et la biosphère. Comment nous pouvons muter de cette entreprise de limitation à cette entreprise de l'illimité? Et donc ça pose une question qui est absolument redoutable, qui est la question de comment on fait pour évaluer tout ça. Comment on fait pour évaluer cette richesse, pour nous aujourd'hui impondérable? Troisième graine de transformation, c'est de créer des dispositifs qui vont favoriser cette réciprocité entre l'homme et la nature. Je suis extrêmement intéressé par voir notamment les unités de compte qui vont permettre d'apprécier la création de valeur. Et il y a aujourd'hui 5000 monnaies alternatives dans le monde, contre 185 monnaies qui sont aujourd'hui propriété des banques. Ce sont des unités de compte de cette richesse de réciprocité, dans certains cas, pas dans tous les cas, qui ne sont pas appropriés par des opérateurs financiers et bancaires et qui sont le début, me semble-t-il, de cette tentative d'apprécier des échanges entre l'homme et la nature. Quatrième, Christine, s'il te plaît, quatrième graine, c'est de mobiliser l'intelligence de chacun d'entre nous. Ça signifie de sortir de la prédation, puisque cette économie d'accumulation est basée sur la prédation. Donc sortons de cette prédation. S'il te plaît. Alors, tout cela pour dire, aller vers, s'il te plaît, Christine, aller vers le point principal de mon intervention. Tu es une vraie pianiste. Vas-y. Non, c'est bien, c'est parfait. Et effectivement, tout ce que je vous dis, c'est de repenser cette économos, cette économie, au service du principe de vie. Comment nous allons pouvoir valoriser ce principe de vie et l'évaluer. Alors, deux choses qui me paraissent importantes, c'est que il y a deux termes qui circulent. Le terme de développement durable. Personnellement, ça me fatigue. J'ai choisi de m'engager sur la question du développement, donc il y a 37 ans. Le développement durable est en train de nous faire perdre 20 ans ou 30 ans. Car il est réduit uniquement sur des postures accumulatives, y compris lorsque je mets une éolienne sur mon toit et que je viens en vélo au bureau, je ne change rien à ces pratiques de prédation qui sont aujourd'hui en train de renforcer cette modernité qui nous coupe de la nature et qui nous prive de travailler sur la richesse de notre principe de vie. Donc le développement durable, ce développement durable-là, nous fait perdre 20 ans ou 30 ans. Par contre, il y a des petites lumières qui s'allument partout. J'étais à Rio au mois de juin pour le sommet Rio Plus 20. Alors, c'est assez hallucinant d'entendre Poutine ou Ahmadinejad, la main sur le cœur, dire qu'il a placé le développement durable au centre de la stratégie de son pays. J'avoue que j'en ai presque pleuré. Mais par contre, j'ai été extrêmement enchanté de voir 2000 jeunes du monde entier avoir préparé pendant 2 ans ce sommet avec des initiatives locales dans leur pays. Et je trouve que c'est extrêmement
important de voir ça. Et donc là, on est sur la question de quelle responsabilité nos organisations et nous-mêmes nous prenons pour avancer sur ce chemin d'aller vers une économos, une économie au service du principe de vie, principe de la vie, plutôt qu'au niveau au service de l'accumulation. Il y a une petite phrase que j'ai participé pendant 6 ans de façon extrêmement active, c'est des milliers d'heures de travail que j'ai dépensé avec un groupe de 400 experts internationaux pour élaborer le premier cadre de référence international sur la responsabilité dite sociétale, social en anglais, pour mettre en relation à la fois les questions de ce développement-là, de réciprocité, et de l'autre côté les pratiques adressées par nos organisations. Dans cette organisation, on a fait un film, et une petite fille dit, d'ailleurs en français, elle dit cette phrase absolument extraordinaire, c'est une petite fille de 8 ans, et elle dit « Les organisations seront évaluées en fonction du soin qu'elles ont vis-à-vis des autres ». Cette petite fille a tout compris. Les organisations seront évaluées en fonction du soin qu'elles ont vis-à-vis des autres. Évidemment, c'est quoi le soin ? C'est quoi les autres? C'est qui les autres? Et qui c'est qui va évaluer que je vous apporte du soin ou au contraire que je vous dégrade votre soin? Et cette question pose la question d'un mot beaucoup plus barbare, qui est le mot des externalités, c'est-à-dire comment nos organisations externalisent leurs charges sur le bien commun, sur le public, sur le bien public. Et comment nous pouvons réinternaliser dans nos organisations, nos externalités. Mais c'est redoutable, notamment par rapport à cette schizophrénie du consommateur qui veut à la fois moins cher et qui est en même temps derrière la banderole pour dire plus d'entreprises et plus d'économies. Alors, une organisation responsable, pour moi, c'est une organisation qui favorise la mutation de l'individu et de la société. J'aime bien prendre l'image du corps humain. Pour moi, dans un corps humain, il y a beaucoup de choses, mais en particulier, il y a une tête. On peut faire l'assimilation par rapport à une organisation avec sa gouvernance, son gouvernement. Il y a un corps. C'est quoi le corps de l'organisation? Le corps de l'organisation, c'est sa structure, c'est son organisation elle-même. C'est tous les moyens que l'organisation met au service de son activité. Le sang d'une organisation, qu'est-ce que c'est que le sang d'une organisation? C'est tous ces flux. C'est tous ces flux humains d'abord, ces flux financiers, ces flux de ressources, ce qui rentre, ce qui sort, ce qui est transformé en intérieur. Et puis, je me suis beaucoup et longtemps interrogé, qu'est-ce que c'est que l'esprit d'une organisation? Et rappelez-vous ce que je vous ai dit, spiritus, au Xe siècle, signifiait être dans le principe de vie. Donc si l'esprit d'une organisation, c'est ce qui lui permet d'être dans le principe de vie, sa raison d'être, c'est donc du coup comment réintégrer le principe de vie dans la mission et dans la vision même d'une organisation. Et ça pose la question de comment une organisation peut-elle être un vecteur du bien commun et un vecteur du vivre ensemble au travers de son activité, ou plutôt comment elle place son activité au service du vivre ensemble et au service du bien commun. Alors, je sais que tu me demandes d'aller très vite. Je vais bientôt terminer, s'il te plaît. Alors, ça va être, là, vous le retrouverez dans l'ouvrage qui a failli être là aujourd'hui. Donc, je vais peut-être passer un peu vite parce que là, vous pourrez le relire. Mais j'ai mis dans la partie que j'ai écrite, j'ai mis 10 conséquences de ce que je vous ai dit là, qui reste encore très, très, très macro, très global, ce que je viens de vous indiquer. Et j'ai fait c'est le résultat d'un très gros travail que j'ai fait pendant un certain nombre de mois, un travail de prospective. Je me suis placé en 2050 par rapport aux conséquences de ce que je viens de vous indiquer, et en particulier j'ai mis en évidence un certain nombre de 10 conséquences qui sont des conséquences stratégiques opérationnelles pour l'entreprise, et comment nos entreprises peuvent-elles être challengées par cette vision. Parce que en tout cas pour moi, je ne serais absolument pas satisfait de ce que je vous dis si je ne le traduis pas d'une manière très préhensible, très opératoire pour nos organisations. Et ce qui m'intéresse, c'est que nos organisations puissent avoir les outils pour pouvoir transformer leurs propres pratiques et être contributeurs de cette économie au service du principe de vie. Et donc, je ne vais pas les lire, parce que là, ça serait d'abord rasoir pour vous ici, vous les retrouverez dans le bouquin, mais vous aurez un certain nombre de pistes qui sont des pistes, quand vous les tirez, extrêmement concrètes et extrêmement opératoires pour pouvoir guider la transformation de nos pratiques.
Donc je vais terminer, Christine, s'il te plaît, par cette dernière question, comment créer de la valeur au service d'un développement soutenable. Je rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, que Sustainable Development signifie développement soutenable et en aucun cas développement durable, car le développement n'a rien de durable si on ne change pas les mécanismes de cette modernité qui nous fait aller de crise en crise. Donc, comment créer de la valeur au service d'un développement soutenable ? Tu vas passer, passe plus vite, on va passer ensuite, encore. Voilà. Je voudrais vous donner ce retour d'expérience, c'est que donc j'ai moi-même été dirigeant d'entreprise industrielle, dirigeant d'entreprise de services également. J'accompagne beaucoup d'organisations et beaucoup d'entreprises, et ce que je constate, c'est que 95% des organisations aujourd'hui sont ce que j'appelle dans la génération 1, c'est-à-dire dans une génération très proclamatoire, dans laquelle nous allons évidemment mettre des éoliennes sur le toit, évidemment nous allons recycler le papier à la photocopieuse, donc éco-geste. Et puis on a évidemment 3 produits bio ou 3 produits verts sur étagère, et on fait venir les journalistes. On a les prix, effectivement, je sais, il faut que j'accélère, on a les prix de la meilleure entreprise développement durable, greenwashing. Ce sont ces entreprises qui nous font perdre 20 ans ou 30 ans. Celles-ci ne me paraissent pas du tout intéressantes, sauf si elles commencent à venir en vélo, parce qu'elles savent que demain il faudra faire un pas suivant. Mais c'est rarement le cas. Deuxième génération, celle sur laquelle je suis beaucoup investi, ainsi que la troisième, c'est comment permettre aux organisations de transformer leurs pratiques pour moins impacter le bien commun et le vivre ensemble, et au contraire être contributeurs. Je travaillais pour un groupe américain au niveau pharmaceutique. Eh bien, cette entreprise a complètement transformé. On a travaillé pendant un certain nombre de mois là-dessus. On a complètement transformé la stratégie de cette entreprise. Et cette entreprise est allée jusqu'à dire, jusqu'à présent, notre vision, c'était de vendre des médicaments de qualité. Et après ce travail, la décision qui a été prise, c'est de dire, nous allons vendre moins de médicaments. Et alors certains se sont offusqués en disant, mais comment on va assurer notre chiffre d'affaires ? Eh bien parce qu'on va inventer les prestations qui font que vous allez être en meilleure santé, vous aurez donc moins besoin d'acheter nos médicaments, et on va compenser le chiffre d'affaires qu'on n'aura pas en vous vendant les médicaments, en vous vendant des services qui feront que vous êtes en meilleure santé. Et là on est en génération 3, c'est-à-dire qu'on va transformer le modèle d'activité, donc la raison d'être de l'organisation, au service du vivre ensemble. Olivier. Je termine. Dernier slide. Juste le dernier. Vas-y. Je voudrais aller. Oui, absolument. Je voudrais vraiment terminer là-dessus, parce que c'est un point qui est très important, parce que tout ce que je vous dis, je me suis situé sur un plan collectif, mais ça appelle une transformation personnelle, une transformation de chacun d'entre nous. Car si on parle du vivre ensemble, si on parle de la question des impacts sur le bien commun, ce sont des regards complètement... l'interprétation des impacts dépend de celui qui les regarde. Je peux penser faire un acte tout à fait important. Par exemple, là, je suis en train de prendre du temps de parole. J'estime que c'est un impact positif parce que j'ai encore un message à vous donner. Et vous vous sentez impacté négativement parce que vous avez hâte que j'arrête de parler et qu'il y ait quelqu'un d'autre qui parle à la place. Donc, l'impact, il dépend de celui qui le regarde. Et donc, je ne fais que travailler sur des dialectiques de désaccord entre les organisations et les parties qu'elles impactent. Donc comment vous faites, je ne sais pas, entre Greenpeace et Areva, pour prendre cet exemple-là, pour les mettre d'accord ? C'est impossible. Dans 300 ans, on en parlera encore. Et pourtant, j'étais il y a 15 jours à co-animer une session entre des protagonistes favorables et opposés au nucléaire, et on arrive à mettre les gens d'accord sur des points sur lesquels il faut travailler ensemble, sur des situations aussi difficiles que celle-ci. Et donc la question qui se pose là, c'est quelle maturité nous développons, quelle maturité personnelle nous développons pour féconder nos désaccords et pour pouvoir construire ensemble des accords lorsque nous sommes en désaccord. Et donc ça nécessite vraiment de travailler sur notre propre maturité relationnelle et notre maturité transactionnelle. Donc la bonne nouvelle, c'est que le changement d'Economos nous appelle et repose sur notre transformation personnelle. Merci, désolé d'avoir pris 5 minutes. Merci Olivier. Certains disent que l'Europe est en déclassement stratégique par rapport au reste du monde. Qu'est-ce que vous en pensez ? Et à Olivier, parmi les pays actuels, quel serait celui qui est le plus fécond, le plus proche de cette économie de la transformation comme tu l'entends ?
Je ne sais pas répondre à la question de quel est le pays le plus. Je ne suis pas sûr que ce soit, pardonnez-moi, la meilleure question. C'est une question qui ressort pour moi justement pardonnez-moi, hein, mais de la pensée de la modernité, ou ce qui est une pensée de compétition, et une pensée de classement, une pensée d'être meilleur que les autres. Et je crois que cette question, en tout cas, me dérange, parce que je crois que c'est d'autres questions qu'il faudrait poser aujourd'hui. C'est quelles sont les ouvertures, les portes ouvertes qui se passent dans des populations, dans des peuples. Je fais une différence entre les pays et les peuples. Et qui sont aujourd'hui autant de petites bougies qui peuvent fertiliser, en fait, une dynamique. Alors, ça serait trop long, mais votre question me fait penser à 3 pays. Non pas les meilleurs, mais 3 pays où il se passe des choses intéressantes, mais j'en connais d'autres et je pourrais en faire une litanie. Mais ce qui m'est venu tout de suite, c'est l'Équateur, qui est en train de faire un travail remarquable, je trouve, pour sensibiliser la communauté internationale, pour dire nous ne souhaitons pas aller chercher une ressource fossile que nous avons dans nos sols qui s'appelle du pétrole. Mais c'est sûr que si on ne va pas la chercher, on se met en différenciation compétitive négative par rapport à ceux qui le font. Donc comment on peut considérer que c'est un bien commun qui ne nous appartient pas à nous, Équateur, mais qui appartient au monde, et que donc du coup, si nous ne l'utilisons pas, le monde est concerné pour pouvoir financer cette ressource qui n'est pas valorisée économiquement, mais qui continue à rester dans le patrimoine commun. Donc il y a tout un travail extrêmement intéressant là-dessus. Bon, vous avez tous entendu parler du Bhoutan, on peut dire c'est un petit pays au fin fond de l'Himalaya. Je trouve intéressant, j'ai rencontré le secrétaire général d'une organisation d'État transversale dans ce pays qui a pour mission de filtrer, de tamiser tous les projets qui sont apportés par ses collègues ministres. Et donc chaque projet doit pouvoir démontrer qu'il contribue à un bonheur national brut, et non pas un produit national brut. Et si votre projet ne démontre pas sa capacité à enrichir le bonheur national brut de ce pays, votre projet est retoqué. Vous avez le droit de revenir, mais démontrez-moi que vous enrichissez le bonheur national brut. Voilà une initiative qui me paraît intéressante pour aller réinterroger la question de valeur. Allez d'ailleurs sur le site de l'OCDE et vous verrez une tentative limitée mais intéressante d'exprimer la valeur des pays de l'OCDE avec 10 critères, avec des critères qualitatifs comme l'éducation, la santé, la gouvernance, et avec une solution intéressante qui est que vous pouvez vous-même faire votre propre baromètre de priorité. Et si vous êtes japonais, vous direz que la priorité c'est plutôt les anciens, les personnes âgées, et puis d'autres pays mettront peut-être la gouvernance ou d'autres pays l'éducation. Donc vous faites votre priorité, avec votre propre priorité, vous avez la valeur de richesse globale de ces 10 critères qui apparaît dans votre propre paramétrage. Et puis troisième pays, paradoxalement peut-être vous allez dire, c'est la Chine. Alors la Chine c'est extrêmement intéressant parce que la Chine qui a dans sa tradition confucéenne une grande capacité, et ça a fait partie du succès de ce pays pendant des générations, qui est de pouvoir avoir l'humilité de dire qu'on n'est pas le meilleur, mais on est capable d'aller chercher justement les bonnes idées chez les autres. Et ils sont passés, vous le savez très bien, maîtres dans l'art de la copie, industrielle sans doute, mais plus que ça, puisqu'ils sont passés maîtres dans la copie du système aujourd'hui dominant qui est le système de la modernité. Et ces mêmes Chinois nous disent, quand on les interroge pour dire mais pourquoi, vous qui êtes un régime communiste, maoïste, pourquoi vous copiez mieux que nous les bases du système capitaliste? Ils nous répondent, écoutez, c'est votre système, donc on veut essayer d'être au moins aussi bon que vous. Si vous changiez de système, nous changerions également de système, parce que nous souhaiterions être au moins aussi bons que vous dans votre nouveau système. Qu'est-ce que nous attendons pour changer de système ?